Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. Peu de personnes incarnent aussi bien les relations culturelles franco-tchèques que Jean-Gaspard Palaníček, mon invité aujourd'hui dans ce podcast original produit par Radio Prague International et le Centre tchèque de Paris. Un centre tchèque de Paris qui a d'ailleurs longtemps été votre maison. Jean-Gaspard Palaníček, bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer ces échanges culturels entre ces deux pays, la République tchèque, la France, j'aimerais quand même revenir sur votre parcours. Votre mère est française, historienne, spécialiste de l'époque baroque. Alors le baroque, il y en a quand même beaucoup en Tchéquie, on peut le dire. Votre père est tchèque. Vous avez grandi en Tchécoslovaquie, ce qu'on appelait encore la Tchécoslovaquie à l'époque, pendant ces années encore de normalisation, en tout cas au début. Peut-être quel souvenir de cette enfance franco-tchèque dans ce pays encore très fermé avez-vous ? Alors peut-être déjà une chose, en effet ma mère est historienne, mais du fait d'avoir pris pour époux un Tchèque et de rester ici, elle n'a pas pu avoir la carrière qu'elle aurait peut-être espéré avoir. Mais sa sœur jumelle, elle, est également historienne et elle s'est consacrée toute sa vie au baroque. Parfois il y a confusion entre les deux. J'avais cru lire une interview, en fait, où vous disiez ça, mais peut-être que ça avait été mal... Mais c'est vrai que c'était son sujet, oui, D'accord. Bien sûr. Oui. Un souvenir d'enfance, mes parents m'ont mis d'abord à l'école maternelle tchèque et c'est vrai que ma mère, elle supportait très mal le fait que je rentre à la maison en récitant des poèmes à la gloire du gentil Lénine qui sauve les enfants du méchant tsara, parce que j'avais pas compris ce que c'était le tsar. Ça pour une historienne, c'était très très dur à avaler. Et où il y avait ceux qu'ont connu tous les jeunes Tchèques à l'époque, il y avait des moments où j'entrais à la maison, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? On a joué avec des masques. C'est bien, t'étais déguisé en quoi ? J'avais une trompe comme ça, c'était des masques à gaz, on faisait des exercices militaires. Bref, au bout d'un an et demi, j'ai dit c'est pas possible. Non, on arrête, il faut arrêter ça tout de suite, il faut le mettre à l'école française. Du coup, mon enfance en Tchécoslovaquie, elle est particulière du fait de ces doubles origines et de ce double parcours, donc d'une enfance qui se fait en milieu tchèque, dans ce milieu très particulier qui est celui de la normalisation, mais dans une scolarité française, donc avec des contacts privilégiés par rapport aux autres Tchèques de mon âge. À l'école française, il y avait un certain nombre d'enfants de dissidents aussi, donc des amitiés qui se nouent très vite dans ce milieu-là aussi. Alors je ne m'en rendais bien sûr pas compte, mais j'allais m'en rendre compte plus tard. À l'époque, ces contacts-là, pour moi, se résumaient entre autres à des jeux d'enfants et les fêtes de Saint-Nicolas. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'en fait ces fêtes c'était chez Jiří Němec, ce théologue et philosophe, une grande figure de la dissidence. Mais voilà, donc je suis bien conscient du fait que c'était une enfance particulière dans le sens où par exemple nous pouvions voyager avec ma mère. Ma mère en tant que Française pouvait sortir. Et vous aussi en tant qu'enfant ? Et nous sortions avec elle. Nous allions assez régulièrement voir la famille française en France. Mon père moins. Il est venu avec nous plusieurs fois passer ses vacances, mais et pareil, ça c'est des choses que je ne comprenais pas à l'époque, je me posais pas de questions. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'il était gêné d'être interpellé par la police à ses retours et que ça posait problème en fait les voyages en France. Ah, c'est-à-dire que quand il rentrait, en fait, il y avait une forme d'interrogatoire. À chaque fois, mais ça lui est arrivé, oui. Et puis est-ce qu'il y avait à cette époque encore le fait de dire à la famille il faut qu'il y ait un membre qui reste pour être sûr que les autres reviennent, etc. ou c'était fini Je ne suis pas sûr que ce problème-là se soit posé dans notre cas. Mon père est pianiste, c'est le fils d'un pianiste et d'un compositeur qui était membre du parti, quelqu'un de bien en vue, qui jouait le jeu, par moments même complètement à fond, même s'il pouvait avoir des relations un peu ambiguës vis-à-vis du régime. Je me souviens avoir découvert ça avec horreur, bien plus tard, qu'il avait même poussé le bouchon jusqu'à écrire un petit article en soutien de l'anti-charte en début de 1977. Donc je pense qu'en fait cet aspect-là, le fait que il y ait côté tchèque quelqu'un dans la famille qui soit un peu haut placé et en bon terme avec le régime, ça a fait que
Je pense qu'il n'y avait pas on n'a pas été confronté à ça, non. Par contre, c'est sûr que il se trouve que dans notre immeuble, dans l'entrée, il y avait plusieurs énormes placards métalliques et on trouvait régulièrement des gens. C'était la centrale d'écoute du quartier, donc il y avait des gens régulièrement avec des casques branchés dans ces casiers de façon très bizarre. Ça nous arrivait d'entendre d'autres voix au téléphone que la nôtre et celle de la personne à laquelle on parlait. Ah oui, donc c'est quand même des souvenirs d'enfance très vifs, hein, entre les masques à gaz à l'école et les casques à la maison. C'est tout un univers finalement de films d'espionnage. Hein. Oui, mais encore une fois, je pense que je dis tout cela en bien conscient du fait que c'était une situation privilégiée et que nous n'en avons pas vraiment, enfin moi en tant qu'enfant, mon frère aussi, nous n'en avons pas vraiment souffert. Les contrôles interminables à la frontière, c'était le lot de tous. Et par rapport aux Tchèques de notre âge, voilà, nous avions quand même la chance de pouvoir sortir, d'aller en France, en Allemagne, et d'avoir un autre regard et de connaître une autre réalité. En ayant pu justement voyager aussi en France, peut-être est-ce que vous voyez, vous vous rendiez compte avec vos yeux d'enfant des contrastes entre ces deux pays, en fait, qui devaient quand même bel et bien exister? Oui, alors c'est un peu anecdotique. On voyait ces contrastes dans ce qu'on pouvait manger, dans une certaine, dans l'attitude des gens, dans une certaine aisance, dans une facilité à parler chez les Français, alors que ici, bien sûr, hormis le cercle privé, le cercle intime, familial, où l'on ignorait le fait qu'on n'était peut-être pas les seuls à écouter les conversations. Dans les rues à Prague, les gens ne se parlaient pas trop. Dans les restaurants, on connaît tout cela. Hein, les serveurs vous saluaient pas et vous engueulez si vous finissiez pas votre assiette. Enfin, mais tout cela c'est connu. Je dirais que les différences, j'ai commencé vraiment à les sentir et à en prendre conscience après 89. Moi qui, très naïvement, moi j'étais assez jeune encore, très naïvement imaginais que 89 serait une brisure, un changement, et quelque part de façon un peu spontanée et encore une fois très naïve, j'imaginais que les choses allaient se redevenir normales enfin et s'approcher de ce que je connaissais en France. Évidemment, c'était pas le cas parce que ça ne marche pas comme ça. Les choses se font sur le temps long. Malgré les changements économiques et politiques, les hommes restent les mêmes. Donc en fait, c'est là, en voyant l'attitude non pas de tous les Tchèques, mais d'un grand nombre de Tchèques, donc cette espèce de soif d'enrichissement rapide, de sensation de possibilités nouvelles, mais qui allaient dans les sens les plus bas et les plus vulgaires, sexualité, gain facile, magouille politique pour arriver à ses fins, etc. Et aussi cette espèce d'aigreur qui se manifestait dans cette attitude, tout m'est dû. Quand les Tchèques allaient à l'étranger au début des années 90, encore une fois, pas tous bien sûr, mais certains d'entre eux avaient cette attitude, mais voilà, je suis là. Donc il faut occupez-vous de moi. Tout m'est dû. Donc voilà, là je l'ai bien senti en effet. Paradoxalement, c'était plus tard, oui. Vous l'avez un peu dit avant, hein, comme beaucoup de Tchèques, j'ai envie de dire, vous venez d'une famille de musiciens. Hein, votre grand-père, donc, qui était compositeur et pianiste, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Votre père également. Avec des attaches françaises, tous deux. Alors oui, mon père a fait ses études, a fait une partie de ses études aux côtés d'Alfred Cortot à l'école normale de musique dans les années 30. Ils dormaient tous les deux dans la même chambre de bonne avec Isi Mucha, le fils d'Alphonse Mucha. Et mon père a aussi fait un an d'études à Paris, juste après le printemps de Prague, 68-69, qui était un peu l'année où les Tchèques avaient eu l'autorisation de sortir faire des études. Et puis je crois que votre oncle aussi est violoncelliste. Enfin, je veux dire, vous êtes partout. Il y a beaucoup de musiciens dans la famille. Et vous-même, vous avez étudié la composition aussi. Oui, un peu, oui, auprès d'un compositeur qui s'appelle Miloš Bok. Oui. En quoi est-ce que peut-être la littérature a pris le dessus sur la musique chez vous? Parce que c'est quand même, je dirais, ça qui est important dans votre parcours. Hein. C'est la poésie, l'écriture. C'est lié. Là, il faudrait rentrer dans des considérations psychologiques dans lesquelles je ne suis pas sûr de vouloir rentrer pour pas dire des bêtises. Juste 2 points. D'une part, peut-être que justement le fait d'être entouré par autant de musiciens, quelque part, je me suis dit, ma voix, ce sera peut-être quelque chose d'un peu différent. Mais voilà, encore une fois, c'est une question que je me pose. Je ne suis pas sûr que ça ait tellement joué. Un autre élément, c'est que Miloš Bok, qui était donc ce chef d'orchestre, compositeur, pianiste brillant, qui m'a enseigné la composition, il y avait quelque chose c'est un talent phénoménal, quoi.
Et il y a peut-être eu un moment où je me suis dit, mais je serai jamais aussi bon que lui en tous les cas en musique. Donc je veux tout faire pour l'aider et pour partager ce monde qui me fait découvrir et qui est magnifique. Bien sûr, il y avait un espèce de désir d'émulation. Donc voilà, bien sûr, j'ai un certain nombre de petites compositions, mais peut-être que ça m'a d'autant plus donné envie de faire de mon mieux dans ce que je sentais être mon domaine. Mais tout cela, c'est quelque part enfoui dans des couches profondes et voilà, ce serait difficile à dire. Ensuite, les deux ne sont pas complètement séparés. Mm-hmm. Il y a Oui, en quoi peut-être la musique s'exprime dans votre Il y a beaucoup création d'aspects formels et beaucoup d'aspects, un certain côté lyrique sans doute, peut-être trop ou qui est assez très prononcé d'un point de vue français et qui me semble peut-être plus naturel d'un point de vue tchèque. Mais je dirais qu'en fait, le fait d'avoir grandi dans ce milieu-là, dans ce milieu de musiciens, en contact avec, en fait, toujours en contact avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels, ça m'a donné d'abord d'amour des arts, d'amour de tout ce qui nous fait grandir, de tout ce qui nous ouvre les horizons. Et aussi, ça c'était une particularité de mon grand-père, qu'il n'était pas élitiste, il n'était pas individualiste. Il avait toujours cette conscience, si je fais du piano, si je compose de la musique, c'est pour partager des choses avec les gens. Donc il avait cette capacité, lorsqu'il voyait un artiste talentueux, de reconnaître son talent et d'essayer de le mettre en avant. Mm-hmm. Donc je dirais que ce sont ces deux points-là qui ont joué plus que le fait d'avoir des cours de composition. Justement, puisqu'on parle de ce parcours littéraire, je parlais de l'écriture, évidemment, vous avez écrit aussi et de la prose et de la poésie, mais vous êtes aussi traducteur et de poètes, notamment tchèques, vers le français. Quels poètes tchèques sont chers à votre cœur et résonnent justement aux oreilles des Français? Parce que la poésie tchèque, la poésie française, c'est quand même pas la même chose. La traduction, j'y suis venu. Alors bien sûr, je traduis beaucoup pour des raisons professionnelles aussi maintenant, mais c'est vrai qu'à l'origine, j'y suis venu parce que c'était d'une part naturel pour moi, le fait d'être dans cet entre-deux, linguistique et culturel, et d'autre part parce que la traduction, c'est un moyen de lire plus profondément. Quand on est obligé ou quand on s'oblige ou quand on a ce plaisir de réécrire un texte qu'on aime, il faut essayer de le comprendre jusqu'au bout pour pouvoir le rendre du mieux possible. Et c'est vraiment une seconde lecture et une lecture autrement plus profonde. Donc c'est ça qui est à l'origine de cette pratique. Et en ce qui concerne la poésie, moi, en fait, j'ai commencé à écrire de la poésie à 7-8 ans, et ça ne m'a pas vraiment lâché, mais alors à l'époque évidemment sans savoir que j'en ferais mon chemin, mais un chemin difficile parce qu'il ne mène à rien en apparence, en tous les cas pas d'un point de vue de reconnaissance sociale. Mais la rencontre qui a vraiment été décisive pour moi dans ce sens-là, c'est la rencontre avec Zbigniew Grejda. Et c'est une rencontre double, encore une fois, parce que son épouse est française, ou était française, il est décédé il y a quelques années maintenant. Son épouse Suzette est arrivée en Tchécoslovaquie plus ou moins en même temps que ma mère. Elles ont fait des études de tchèque ensemble. Et en fait, j'ai côtoyé... Parallèle, en fait. Oui. J'ai côtoyé donc les Haïda et leurs enfants qui avaient plus ou moins le même âge que moi et mon frère depuis mon enfance. Par contre, ce n'est que vers 16-17 ans que j'ai vraiment commencé à le lire. Et il y a eu ce moment un peu particulier où j'ai commencé donc à avoir le désir d'échanger avec Zbigniew autrement. J'étais tout à coup très intimidé, il y avait quelque chose de très... Voilà, il y a ces moments un peu kitsch où j'étais très nerveux de lui montrer mes premiers textes. C'est intéressant, le rapport avait complètement changé en fait. Et il s'est mis à me vouvoyer, curieusement, parce que lui aussi a senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et on s'est remis à se tutoyer 1 an, 2 ans plus tard. Au bout je lui rendais visite très régulièrement et nous avions de longues discussions extrêmement importantes pour moi. Et en fait, c'est une vraie amitié qui s'est nouée et c'est lorsque nous sommes devenus donc des amis et non pas ce contact quelque part enfantin que nous avions avant qu'il m'a proposé. Voilà, Bouger le Boulem, c'était 4, on va se tutoyer. Et Zbigniew Grejda, je le mentionne évidemment parce qu'il est tout à fait fondamental pour moi, mais c'est intéressant de noter qu'il est pratiquement entièrement traduit en français par Erika Abrams, donc il est disponible et il est bien traduit.
Dialogue Paris-Prague, c'est le nom de notre podcast, je le rappelle, Jean-Gaspard Palanicek. Je le disais en introduction, vous en êtes la parfaite illustration et pendant de nombreuses années, vous l'avez même été à un niveau institutionnel en tant que directeur adjoint du Centre tchèque de Paris. Quels souvenirs gardez-vous de ces années au Centre tchèque? Dans mon esprit, le début des années 2000, parce que vous avez été longtemps, c'était un peu les glorieuses années des relations franco-tchèques. Je pense à la saison tchèque en France, au début de ces années-là. Oui. En fait, moi, j'ai fait, après mon bac, qui se passait à Vienne à l'époque, parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves à l'école française de Prague. C'est vrai. J'ai fait quelques années de langue et littérature tchèque à l'université Charles. Et l'idée était mais j'étais très mauvais étudiant. En fait, je travaillais déjà comme comédien dans un théâtre et voilà, C'était plus intéressant, c'est ça? Oui, enfin non, les études à la fac étaient intéressantes, mais plus épanouissantes dans ce sens-là. Mais et épanouissantes aussi. D'ailleurs, je me souviens d'une chose que je n'oublierai jamais, c'est un prof qui nous a dit, parlions de littérature des années 70-80, et un prof qui nous a dit, mais attention, un jour viendra peut-être dans pas si longtemps où ce sera à vous d'aller en prison pour vos convictions. Et je pense que je m'en souviendrai toujours parce que c'est exact. Enfin, pour moi, c'est très précieux ce genre d'enseignement. En effet, il faut vivre comme si nous devions aller en prison pour ses convictions du jour au lendemain. Bon, enfin, c'est une parenthèse. Et donc, j'ai fini mes études à la Sorbonne. Et en arrivant à Paris, après ces expériences de théâtre, des aspirations un peu vers le cinéma aussi, je cherchais. Alors c'était plus ou moins au moment de la saison tchèque. Je suis arrivé en 2001, mais je n'aurais pas eu idée de rechercher le Centre tchèque spontanément. J'avais plutôt soif de tout ce que Paris proposait en matière culturelle, entre autres justement les cinémas d'art et essai. Et je n'avais pas besoin de rechercher la culture tchèque tout de suite, quoi. Mais il se trouve qu'au Centre tchèque il y avait des caves très sympathiques. Et donc mon arrivée au Centre tchèque, elle se fait par ce biais-là, parce que c'était un lieu où je pouvais donner des lectures, où je pouvais créer des choses, collaborer avec des musiciens et d'autres gens que je découvrais sur place pour faire des soirées littéraires. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'au bout de quelques années, Mikhail Pospíšil, qui était le directeur du Centre tchèque à l'époque, m'a demandé d'être programmateur externe pour tout un grand projet dédié à la culture tchèque des années 60. Et ensuite, donc, son cadre préal, la personne qui a repris la direction après lui, m'a demandé d'intégrer l'équipe. Et c'est vrai que j'y ai sévi longtemps, du coup, parce que j'en suis parti en 2017. Peut-être, c'est peut-être plus abstrait, mais vous avez des exemples concrets. En quoi et comment est-ce que ce dialogue franco-tchèque s'incarne-t-il le mieux, à votre avis? Dans quel domaine? C'est difficile d'y répondre. C'est vrai que je ne prétends absolument pas avoir des connaissances égales dans tous les domaines, loin de là. Mais pour moi, il y a une chose qui est fondamentale dans le rôle que peut jouer la culture dans tout échange, pas seulement entre des hommes et des femmes de nations différentes et de langues différentes, mais entre les voisins, c'est que la culture, l'art, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, jaillit du plus profond du cœur. Et c'est un langage qui, du coup, peut toucher les autres d'une façon qui est beaucoup plus directe que dans d'autres domaines. Lorsqu'on entend une musique qui nous semble belle, on n'a pas besoin de tout comprendre pour être touché. Lorsqu'on voit un tableau qui nous semble beau, on n'a pas besoin de le comprendre. Et en ce sens, il y a là un accès immédiat qui n'est pas évident ailleurs, qui n'est pas évident lorsqu'il s'agit de parler avec quelqu'un. Où là, forcément, même sans le savoir et même sans en être conscient, on est presque toujours confronté à un mur qui est celui de la différence culturelle, de la différence linguistique, mais surtout de la différence culturelle, c'est-à-dire d'une différente façon de penser. On peut parler la même langue et ne pas dire les mêmes choses et ne pas savoir qu'en fait on ne se comprend pas. Alors ensuite, plus concrètement, c'est difficile pour moi de choisir parce qu'il y aurait tellement de choses à mentionner et ce n'est pas forcément intéressant de mentionner les plus connus. Encore une fois, la musique étant finalement à la fois un des langages les plus abstraits et les plus directs, c'est vrai que la musique a joué ce rôle pendant longtemps.
Mais je pense vraiment que c'est très aléatoire en même temps. Il y a eu une période, il n'y a pas très longtemps, du temps de la direction de Gérard Mortier à l'Opéra de Paris, où voilà, de par ses affinités pour cette musique-là, on a pu voir en France beaucoup d'opéras de Janacek, mais aussi de Martinou, mais aussi de Smetana tout à coup. Mais ça marche par période et ça marche par rencontre. J'aurais envie de mentionner une chose qui paraît marginale mais qui me semble importante et qu'il est important de mettre en valeur. C'est cette collection de poésie tchèque créée par un poète qui est mort récemment, Cédric de Mongeau. Et je le mentionne, voilà, en apparence c'est vraiment très marginal. Mais il y a là tout à coup une collection qui a près de 20 titres et qui crée pratiquement pour la première fois un panorama d'ensemble de la poésie récente ou de la poésie moderne tchèque et qui est tout à coup accessible et qui fonctionne. Voilà. Donc en fait ma réponse c'est peut-être de ne pas privilégier un domaine plutôt que l'autre. C'est intéressant, je me faisais parfois la réflexion que dans le rapport, on va dire, entre la culture française et la culture tchèque, on a l'impression que du point de vue tchèque, la France, c'est évident, parce que tout le monde connaît la France, d'une certaine façon. Tout le monde la connaît vraiment. Comme, entre guillemets, hein, oui. Je dis pas que c'est une connaissance profonde. Mais disons qu'on a au moins des idées, des vagues idées, enfin voilà. Et du côté français, on a l'impression que quand on s'intéresse finalement à la culture tchèque, c'est souvent des gens, du coup, qui sont passionnés en fait, vraiment, avec et c'est certes peut-être marginal comme dans le cas de ce que vous dites, hein, de Cédric de Mongeau, mais en général c'est fait vraiment avec passion, avec profondeur, etc. Comme s'il y avait une espèce de décalage qui correspondait ou de déséquilibre entre guillemets qui correspondait finalement à la taille des pays en fait. Tout ça est relatif, je pense, parce que alors c'est vrai que la République tchèque étant un petit pays, on est automatiquement plus amené à s'ouvrir ou à aller vers pas à s'ouvrir peut-être, mais à aller vers les autres, à apprendre peut-être plus de langues étrangères. Mais cette idée d'une France fermée, très satisfaite d'elle-même, moi je n'y crois pas complètement. C'est un peu simplificateur aussi. Il y a quand même une assez grande ouverture, je dirais souvent une beaucoup plus grande ouverture aux autres en France qu'en République tchèque. Ne serait-ce que du fait de cette expérience de 40 ans de communisme, de fermeture, où les seuls contacts avec les étrangers étaient des étrangers, mais qui entraient dans le pays au compte-gouttes et souvent donc de pays partenaires, soit dans le cadre du bloc de l'Est, soit avec des coopérations avec le Vietnam ou certains pays du monde arabe ou du monde africain. Mais voilà, les étrangers étaient pratiquement inexistants. Donc voilà, c'est une réalité. Ça fait 30 ans après. Bien sûr, ça a beaucoup changé, mais 30 ans, ce n'est pas beaucoup. Par contre, j'aurais tendance à relativiser cela parce que ce que connaît le grand public... Est-ce que c'est tellement important ? Bien sûr, il faut en tenir compte peut-être pour trouver des entrées, des points d'approche. Mais moi, je ne veux pas donner l'impression d'être élitiste, mais je pense qu'il faut toujours tirer les gens vers le haut et non pas. Il faut s'abaisser vers eux pour les tirer vers le haut, mais il faut les tirer vers le haut. Donc, quand on crée quelque chose, on crée toujours pour un auditeur ou un lecteur possible. On ne crée pas pour le plus grand nombre, ou on ne devrait pas, à mon sens. Et de la même manière, lorsqu'on essaie de transmettre une culture, je pense que spontanément, mais c'est comme quand on parle avec un ami, on a envie de partager ce qu'on aime, ce qui nous passionne, et c'est normal. C'est ça qu'on a envie de partager en premier. Et c'est comme ça que ça devrait se passer, parce que c'est comme ça que ça marche. Jean-Gaspard Palenicek, merci beaucoup pour votre contribution à ce dialogue franco-tchèque. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.